Je suis François Langlais, TF1 RTL, je suis le modérateur de cette session, dont l'ordre de mission, vous le savez, est « Quand avons-nous perdu la confiance ?» Donc pour essayer de comprendre tout cela, de dater ce moment, d'en comprendre les déterminants, nous avons un panel de grande qualité avec Patrick Boucheron, qui est à ma droite, historien, professeur au Collège de France, Laurent Berger, syndicaliste, secrétaire général de la CFDT, le premier syndicat français, et Elsa Fornero, qui est professeure à l'université de Turin, qui est économiste, mais qui a été aussi femme politique, puisqu'elle a été ministre du Travail en Italie. Et bien sûr, un membre du Cercle des économistes, qui est Yann Algan, qui est professeur à Sciences Po Paris, qui est doyen de la faculté des affaires publiques, de l'école des affaires publiques de Sciences Po Paris. Notre débat va se dérouler en 3 temps. On va d'abord écouter Yann, qui va introduire le débat, justement le poser avec son œil d'économiste. Et puis chacun de nos intervenants s'exprimera pendant 7 minutes. Après quoi, il y aura un débat entre eux sur le plateau. Et puis, on prendra bien sûr vos questions. Nous terminerons à 15h15 au plus tard, mais Laurent Berger, pour des raisons d'emploi du temps, devra nous quitter à 15h, puisqu'il a un train qui l'oblige malheureusement à partir plus tôt. Yann, je te cède la parole. Nous t'écoutons justement pour cadrer ce débat. Quand a-t-on perdu la confiance ? Merci beaucoup. Merci, cher François. Chères mesdames, chers messieurs, chers amis, merci beaucoup d'être présents pour cette leçon inaugurale des rencontres économiques qui portent sur renouer avec la confiance. Alors, il nous revient le redoutable honneur de les lancer. On va essayer de cadrer sur un point de vue historique et surtout, on va essayer de vous donner aussi un peu confiance. Effectivement, on vit une période de défiance. Moi, je suis, peut-être qu'il me revient le redoutable honneur d'introduire cette table parce que il y a 10 ans, nous avions écrit un livre sur la société de défiance où montrant à quel point la confiance est essentielle pour comprendre la croissance économique, mais aussi le progrès social et le bien-être de nos sociétés. Lorsqu'on a écrit ce livre, on ne se doutait pas de la puissance de la montée des forces antisystèmes dans l'ensemble des démocraties occidentales, en Europe, aux États-Unis, et sans se douter aussi de très forts ressentiments des citoyens vis-à-vis de leurs élites. Je pense que pour pouvoir cadrer un peu ce débat sur quand avons-nous perdu confiance, il est essentiel de distinguer 2 dimensions de la confiance. La première dimension, c'est la confiance ou la défiance dans les institutions. Je pense que là, on peut le dater. Il y a eu une très grande fracture dans la confiance portée par les citoyens vis-à-vis de leurs institutions publiques, de leurs entreprises, des experts, des élites, face à l'incapacité de ces institutions d'apporter des réponses aux grands défis du capitalisme moderne. L'une des premières dates de rupture, c'est la crise financière. La crise financière marque une vraie fracture dans la confiance des citoyens vis-à-vis des institutions qu'on peut mesurer depuis le début des années 80 et on voit vraiment en particulier l'ensemble des pays d'Europe méditerranéenne qui avaient une très forte confiance dans l'Europe, tout d'un coup se mettre dans un repli identitaire. Les désordres du capitalisme, c'est aussi naturellement la mondialisation, c'est la montée des inégalités, c'est la transformation numérique. Si les institutions publiques, si les experts, si les responsables n'apportent pas des réponses face à ces risques, effectivement, on nourrit un très fort ressentiment. Pour dire les choses différemment, dans les sociétés pré-industrielles, il y avait aussi des sociétés de risque et des sociétés de risque de mort très importants. Mais on associait ces risques à une force surnaturelle et on avait la foi ou la religion pour nous rassurer face à ces risques. Dans les sociétés humaines, dans les sociétés post-industrielles où on sait que les risques sont créés par l'activité des autres hommes, de la capacité de nos institutions à rassurer les citoyens face au réchauffement climatique, face aux destructions d'emplois, face à la transition numérique, dépend énormément notre capacité de vivre ensemble.
Il existe cependant une deuxième forme de confiance qui est beaucoup plus la confiance dans les autres. Et là, je pense qu'on peut dater précisément cette rupture de confiance qui est très liée à la société post-industrielle. Pour dire les choses différemment, il semble que le ressentiment des citoyens dans nos sociétés témoigne aussi d'un rapport dégradé à l'autre, dégradé vis-à-vis d'autrui. Et là, il existe une vraie spécificité, ou même, je devrais dire, un vrai paradoxe. Les sociétés post-industrielles devaient être des sociétés qui permettaient d'affranchir les individus. On devait passer d'une société de classe à une société d'individus libres et plus tolérants. Et de fait, nous sommes devenus beaucoup plus tolérants. Mais le grand paradoxe, que j'appellerais le paradoxe d'Englehart, du nom d'un politiste qui appelait de ses voeux l'émergence d'une société d'individus, c'est que le grand paradoxe, c'est qu'on est passé d'une société de classe à une société d'individus autonomes, mais aussi d'individus isolés. Nos sociétés post-industrielles, en effet, réorganisent complètement les lieux de socialisation. Elles fracturent l'ensemble des modes de socialisation traditionnels, qu'il s'agisse de la famille, mais il s'agit aussi du monde du travail. La société fordiste offrait un lieu de socialisation, un compromis au sein de l'entreprise, avec des compromis salariaux et avec des syndicats puissants. Ça a été complètement fracturé avec la société de services ou des sociétés de plateformes. Et ce qu'on a retrouvé en France dans le mouvement de Gilets jaunes sont justement ces métiers indépendants tels que chauffeur routier, aide-soignante, qui ne sont plus encadrés par les modes de socialisation traditionnels. La société post-industrielle est aussi une société de solitude dans son rapport entre les territoires et les métropoles. Les territoires sont dévorés par les métropoles et ces territoires, surtout ces villes de taille intermédiaire, qui ont manifesté en particulier dans les formes d'expression des Gilets jaunes, mais aussi dans le vote pour le Brexit, dans le vote pour les partis populistes en Europe ou dans le vote pour Trump, sont précisément ces villes où vous ne trouvez plus de mode de socialisation. Pour conclure, je pense qu'avec cette société post-industrielle, nous sommes passés d'une société de classe à une société d'individus, mais d'individus isolés. Et pour paraphraser Hugo, il n'y a rien de pire ennemi pour la démocratie que la solitude. Et ce sera l'occasion pour nous, autour de cette table, aussi de pouvoir trouver des solutions. Merci beaucoup. Merci Yann pour ces premiers éléments de réponse à la question qui nous occupe. Patrick Boucheron, je le disais, vous êtes historien, vous êtes médiéviste, vous êtes un observatoire du temps long. Et la question qu'on a envie de vous poser, vous qui justement observez la marche des siècles, cette confiance, vous l'avez vue apparaître, disparaître. Quels sont les déterminants de ces éclipses et de ces renaissances? Et si je peux préciser un peu ma question, alors avec un point de vue, disons, non pas d'économiste parce que je ne le suis pas, mais de journaliste économique, c'est vrai qu'on compare souvent la période actuelle aux années 30. En 1933, alors que l'Amérique est plongée dans une crise bancaire et économique extrêmement profonde, le nouveau président qui vient d'être élu, c'est Franklin Roosevelt bien sûr, s'exprime à la radio et enjoint aux citoyens qui avaient retiré leurs économies des banques de les rapporter. Et le lendemain, les gens font la queue devant les établissements bancaires pour rapporter leur argent et le système bancaire est non pas sauvé, en tout cas consolidé. Est-ce que c'est l'exploit d'un homme ou est-ce que c'est la marque d'une époque? Est-ce que ce type de choses pourrait être envisageable aujourd'hui ou au moins pouvons-nous avoir l'espoir de le retrouver? L'espoir ou en tout cas, oui, la volonté de renouer avec la confiance, puisque dans le titre qui nous rassemble, et je suis très heureux et honoré d'y participer, au fond, c'est le verbe et donc l'espérance qu'il porte, renouer, qui me semble le plus riche d'avenir, mais aussi le plus historique, parce que si vous me demandez en tant qu'historien et historien du temps long de quand date la perte de la confiance, je pourrais effectivement donner une réponse qui ne différerait pas de celle qu'on peut entendre par ailleurs. Oui, je pense aussi effectivement que
depuis le milieu des années 80, depuis le développement des idéologies de l'inégalité, depuis les troubles grandissants du capitalisme, depuis le fait surtout que ces dérèglements, au fond, n'étaient pas contrebalancés par une défiance plus forte encore contre un grand adversaire, qui est celui qui, justement, fait défaut aujourd'hui au capitalisme pour convaincre de sa légitimité. C'est sans doute au milieu des années 80 que s'est défait ce lien de confiance, qui n'est pas simplement un lien de persuasion, puisque l'exemple très pertinent que vous donnez, me semble-t-il, est intéressant de deux points de vue. D'abord parce que, d'un premier point de vue, il est effectivement symptomatique d'une sorte de présentisme à double fond qui est notre manière d'organiser notre rapport au temps. Nous pensons vivre un temps incertain et indéchiffrable, ce en quoi nous avons raison, et nous nous raccrochons de manière un peu panique à l'idée qu'on risque de récidiver les années 30. Je reprends à dessein le titre d'un livre de Michael Fossel, La récidive, et qui s'entend à la fois du point de vue médical et du point de vue judiciaire. Évidemment, c'est très inquiétant parce que même lorsqu'on est historien, et historien du temps long, et je suis historien effectivement par exemple des sociétés communales italiennes qui, là je vous ramène très loin, au tournant du XIIIe et XIVe siècle, perdent confiance brutalement dans leurs valeurs et dans, d'une certaine manière, la légitimité de ces fonctionnements démocratiques. Et alors ça va très vite. Et alors on en parlait justement, la capacité des sociétés politiques évoluées à renoncer de leur propre chef à leur liberté publique, la capacité par fatigue démocratique à consentir à une expérience qui jusque-là était une expérience redoutée et sur le mode du pourquoi pas, à un moment donné, on peut aussi essayer, ce qui plane depuis trop longtemps sur nos têtes, comme dans Drôle de drame, à force de parler de choses terribles, les choses terribles finissent par arriver. Et ça, c'est une organisation aussi médiatique et publique qui, d'une certaine manière, depuis si longtemps, depuis trop longtemps, met en avant la possibilité d'un pouvoir autoritaire qui fait que, oui, dans ces conditions-là, eh bien, je ne vois pas trop, enfin, en tout cas, l'histoire n'enseigne pas de manière probante et nette des sorties de crise de confiance qui ne passent par une expérience, effectivement, du type de pouvoir autoritaire. Mais ce n'est pas pour cela que ce qui est annoncé ou prophétisé va fatalement arriver. Voilà. Et de ce point de vue-là, votre exemple est aussi intéressant de ce point de vue-là, et j'en terminerai par là, parce que d'une certaine manière, il nous met en demeure de penser la reprise de confiance par l'acte individuel, héroïque, persuasif d'un homme qui, mieux qu'un autre, saurait, au fond, reprendre ce qui lui a été repris, c'est-à-dire, au fond, la confiance des citoyens dans sa propre science du social. Faites-moi confiance, ayez confiance. Là, je crois qu'il faudra d'emblée, dans notre débat, inverser aussi le propos, renouer avec ce verbe, renouer la confiance, ça veut dire que c'est un contrat. Et que ce contrat, d'une certaine manière, au fond, il se défait. La perte de confiance n'est peut-être pas le bon terme en histoire. Au fond, l'histoire ne vaut que si elle est, non pas une généalogie ascendante ou descendante, espérante ou désespérante, mais au fond, un trésor d'expérience. Et nous savons que ce qui a été défait peut être refait. Mais à condition, effectivement, de prêter foi à l'image qui nous rassemble, c'est-à-dire cette image de solitaire et de solidaire, pour le dire comme Victor Hugo, justement. Et la question sur laquelle je voudrais, au fond, terminer tout à fait, c'est que, et si nous pensions comme Machiavel à retourner la question, et si nous nous posions la question de la confiance qu'ont les élites dans les intelligences collectives, pas simplement la confiance qu'a le peuple dans ses élites, qui est très dégradée et pour de
très bonnes raisons. Mais la confiance qu'ont les gouvernants dans, par exemple, le résultat d'un suffrage démocratique. Qu'attendent-ils vraiment d'un suffrage démocratique? Et s'il est contraire à leurs attentes, qu'en tireront-ils comme conséquence? Ça, c'est une question qui, me semble-t-il, est une question ouverte. Merci à vous. Merci à vous pour cette intervention très, très féconde. Je retiens votre dernier point, notamment l'inversion que vous faites. Au fond, est-ce que les élites ont assez confiance dans le peuple? Laurent Berger, je me tourne vers vous. Vous êtes le patron de la CFDT, le secrétaire général. On a vu en France cet hiver un mouvement social extraordinaire avec les Gilets jaunes qui a fait irruption, qui a même fait vaciller le pouvoir ou semblait le faire vaciller. C'est un mouvement qui est né et qui s'est développé sans les syndicats, en dehors d'eux. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que les syndicats n'inspirent plus confiance et au-delà, que le dialogue social ne semble plus, au moins à certains d'entre nous, être une méthode efficace pour améliorer le niveau de vie des citoyens? Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette question, mais sans les syndicats, c'est avoir un peu la mémoire courte. Parce que je rappelle quand même que dès l'acte 2, puisqu'on a parlé d'acte des Gilets jaunes, la CFDT, elle a proposé de transformer ce qui est devenu un conflit violent de 40 épisodes en un dialogue approfondi. Et donc, dès le départ, nous y avons été à notre manière, de fait, parce que nous n'avons pas fait le choix de l'affrontement sans partage, ce n'est pas notre responsabilité. Nous étions plutôt sur une voie de dialogue. Alors c'est vrai qu'on n'a pas emboîté le pas, parce que ce mouvement, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, il était très contrasté, très mélangé, avec des soubassements qui n'étaient pas forcément nos valeurs. Mais donc je pense qu'il ne faut pas se servir de cet épisode pour dire, voilà, c'est la démonstration que la confiance est rompue. Pour autant, bien sûr, les syndicats, les partis politiques, les médias ont perdu la confiance des travailleurs, des citoyens, c'est évident. Et c'est vrai qu'il y a aussi des moments économiques, sociaux, sociétaux qui jouent très directement sur la confiance. D'ailleurs, quand on parle de confiance, on le met souvent au singulier, ça mériterait de le mettre au pluriel, parce que ce qu'on traverse, c'est des crises de confiance au pluriel. La confiance en l'autre, ça a été très bien dit par Yann Algan, en la société, en les élites, la confiance en soi aussi qui s'érode et qui est extrêmement profonde. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a des accélérateurs de perte de confiance. Et ce qu'il faut se dire, c'est la confiance, évidemment, c'est essentiel, mais quand elle se transforme en méfiance, en défiance, et aujourd'hui, peut-être pire encore dans la société, en peur, en jalousie sociale, en angoisse, elle commence à mettre en danger l'ensemble de la société. En tout cas, c'est la façon dont nous, on vit cette période. Alors la question qui est posée, c'est depuis quand? Mon sentiment, c'est un peu... c'est que cette perte de confiance, elle s'apparente finalement à une fuite d'eau. Vous savez, la fuite d'eau que vous avez dans votre appartement, vous en apercevez, vous ne savez pas depuis quand elle est là, puis elle a commencé à attaquer le sol, les murs, et ça se dégrade de plus en plus, et il est difficile, on n'arrive pas à la réparer, et ça continue à se suinter sans qu'on sache exactement où elle est et depuis quand elle est là. Et insidieusement, cette fuite, eh bien, elle a dégradé beaucoup. Elle a dégradé, et cette fuite de confiance, elle a dégradé beaucoup de corps qui font la société. Elle a parfois été colmatée, on a essayé de la colmater, mais elle est réapparue ailleurs. Et donc, elle détruit progressivement ce qui fait finalement une forme de contrat de société, un pacte républicain, on dirait aussi. Et donc, c'est cette fuite dangereuse et insidieuse qu'il faut réparer. Et pour ça, il faut sans doute revoir, et j'en finirai, ne vous inquiétez pas, avec l'image de la fuite maintenant, il faut sans doute revoir la canalisation pour reconstruire. Et c'est évidemment un peu humoristique, mais c'est c'est porteur de sens quand même. Comment on répare? D'abord, il faut préférer la réconciliation et l'intérêt général mutuel aux problèmes d'intérêt particulier et à des formes de segmentation des citoyens. Parfois, une segmentation délibérée. Ensuite, il faut penser les relations de confiance dans un engagement respectif. Et quel est le meilleur substitut de la confiance, si ce n'est le contrat, si ce n'est le pacte, si cette capacité d'acteurs différents, et y compris de citoyens, de s'engager
dans un contrat et donc de donner d'eux-mêmes à cela. Dans le monde du travail, on le connaît, c'est le dialogue social. Dans la société, il faut des fois le réinventer, c'est la démocratie participative, c'est l'association, des organisations professionnelles, etc., etc. Mais il faut d'abord se dire, c'est quoi cette confiance? Parce que si la confiance, c'est un peu le serpent K dans le livre de la jungle qui vous hypnotise pour vous faire confiance, ça ne marche pas. Si c'est un contrat de dupe où on fixe d'emblée un résultat qui est injouable, vous disant allez-y sur un contrat, mais voilà le cadre et vous ne pouvez pas vous en sortir, c'est injouable également. Et ce n'est pas une confiance où on fixe des contraintes ingérables. Vous avez compris qu'on a du mal à se déconnecter de l'actualité à certains moments. Alors moi, je crois au contrat et je crois justement à cette capacité que par l'engagement respectif, on restaure la confiance. Ça a été dit très brillamment par Patrick Boucheron. L'histoire de ce contrat, je crois que c'est absolument indispensable. D'ailleurs, quand on veut parler de notre pays, de notre société, y compris de l'Europe, on parle souvent d'une forme d'engagement. Il y a souvent un élément fondateur. Là, on ne reviendra pas à des éléments fondateurs. Il n'y a pas une possibilité de faire reset dans notre société. Donc ça veut dire qu'il faut faire autrement. Et donc, je crois qu'il faut d'abord prendre conscience du constat. Parce que cette confiance, elle a entraîné un refus du consentement. Un refus du consentement nécessaire à l'intérêt général, parce qu'un certain nombre de citoyens n'y trouvent plus aucun intérêt, n'y trouvent plus aucun profit. Et c'est possible c'est visible, à travers plusieurs aspects qui sont complémentaires et constitutifs de l'intérêt général. C'est la question du consentement à la solidarité, du consentement fiscal. C'est aussi l'abandon parfois du pacte républicain, l'abandon un engouement assez accru pour la personne et l'individu, enfin pas pour la personne, pour l'individu, au détriment de ce qui fait sens collectivement. Et donc, je crois que si on devait trouver un point de départ, parce que j'aime pas éluder les questions, si on devait trouver un point de départ, c'est à partir du moment où on a perdu confiance pour faire face collectivement aux défis majeurs auxquels on est confronté. Ces défis majeurs, c'est d'abord une mondialisation. Il faut le dire, dans beaucoup d'endroits, elle a été soignée, soit idéalisée. C'est des enjeux sociaux extrêmement importants. Ce sont des enjeux économiques plus compliqués que précédemment. C'est évidemment une urgence écologique extrêmement importante. Et puis c'est aussi dans nos sociétés un enjeu démocratique, un défi démographique, mais démocratique aussi d'ailleurs, mais démographique extrêmement puissant. Et donc c'est, je crois, cette capacité à redonner confiance dans un avenir collectif, à redonner un sens, un horizon désirable, presque, un objectif commun, qui est constitutif de rebond, de renouer avec la confiance. Et moi, je crois qu'il y a 3 éléments qui sont absolument indispensables. C'est cet horizon désirable, ce sens. C'est la capacité à expliquer à hauteur de femmes et d'hommes, et je rejoins assez facilement ce qui a été dit, à aimer les gens, à les apprécier et pas à s'en défier. Et donc de mener des politiques où ils se retrouvent et où ils peuvent dire leurs mots. Et ensuite de redonner la capacité à chacun à agir, parce qu'un des éléments constitutifs de la défiance, c'est cette incapacité de pouvoir peser, y compris sur son destin personnel. Et donc, moi je crois que quand avons-nous perdu la confiance? Eh bien, c'est quand on a sacrifié la vision à la raison, quand on a sacrifié le sens au pragmatisme. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire le coup de balancier inverse, mais il faut rééquilibrer, je crois. Et pour finir, sur Victor Hugo, c'est l'homme du jour, il disait aussi que le danger devient de plus en plus fort quand le peuple devient foule. Si on ne veut pas qu'il devienne foule, il faut faire avec la reconnaissance de ce peuple, cette aspiration au peuple, mais aussi à ceux qui le représentent. Merci. Merci. Merci Laurent Berger pour ce plaidoyer pour le contrat, j'allais dire, si l'expression n'avait pas été galvaudée par la publicité, le contrat de confiance, bien sûr. Elsa Fornero, vous êtes économiste, vous êtes ancienne ministre du Travail en Italie. Quand vous étiez ministre, il s'est produit un événement tout à fait exceptionnel qui a frappé en France. C'était en décembre 2011. Vous avez annoncé des mesures d'austérité, c'était au plus grave de la crise financière italienne. Le président du Conseil était à l'époque Mario Monti, qu'on connaît bien ici, parce qu'il est souvent venu en rencontre de l'économie. Et en annonçant ces mesures, vos larmes ont coulé, témoignant de la difficulté que vous aviez
à énoncer tout cela. Si aujourd'hui les citoyens ont perdu confiance dans leur politique, comme l'ont dit à la fois Laurent Berger et Patrick Boucheron, est-ce que ça n'est pas justement parce que des moments comme celui-là ne se produisent que rarement? C'est-à-dire que, est-ce que ça n'est pas parce que les politiques donnent souvent le sentiment de jouer un rôle et d'être sourds aux manifestations de la vie et des citoyens qu'ils sont censés représenter et diriger? Madame Fornero va s'exprimer en anglais, vous la pardonnerez, oui. Elle comprend très bien le français. Je commence en français, mais après, je préfère parler l'anglais parce que j'ai plus de confiance dans ma capacité avec l'anglais. Alors, bonjour à tous et à toutes, et c'est un grand honneur pour moi d'être ici. Et maintenant avec l'anglais. When I received the invitation, I was struck by the question, when was trust lost? And I immediately thought of a personal answer. When I was in government, I've been in government for 1.5 years, and I was responsible of the labor ministry in charge of the pension and the labor market reforms. And I signed 2 reforms. And they're still there. One has been surpassed by another law. The other one has been, well, apparently canceled, but it's not true. It's still there. Although with all the rhetoric of the new government, the law is still there, even if the retirement age has been reduced again for 3 years, just for 3 years. And this gives you an idea of the strategic view of the present government. But I was struck by the question because I immediately thought of two occasions in which I said to my own Prime Minister, Mario Monti, I remember I used the term, Mario, we are losing the country. Because being the labor minister, it means that you are near the people. And you perceive, if you are not stupid, you perceive their sentiments. And we, at the beginning, had a lot of trust. People thought that we could somehow change the direction in which the government was moving with respect to, let's say, 20 years before, not just the Great Recession, but the former 20 years. And so there was a lot of trust. Then we did the reforms. The word is crucial to me, reform, because I think of myself in politics, and I've never been a politician except for participation in a government, but as a reformist. So we did reforms in difficult circumstances. And why was it that we could not convince the people, the citizens, that those reforms, although not perfect, because no reform is born perfect, that those reforms could be used as an instrument for good change, that the reforms are not done against the people, but to improve the situation, to improve the functioning of the labor market, to improve the sustainability of the pension system, which is a social contract, not only for present generations, but also for future generations. To improve our social structures and also our institutional structure. So what was wrong? And well, we could say, but it's the wrong answer, we could say that in a way we exchanged people's confidence, people trust in ourselves with trust by financial markets. So there is a trade-off. You want to have the confidence of financial markets because you are a country with a large debt,
And this means that you have to pay a very high interest rate, and that confidence is essential. And in that, which was named austerity by the press, by the media, austerity, and by that, you lose the confidence of the people. But this is not and cannot be the reason. Because if you really believe that you need to change the labor market, that you need to address with respect to aging, to the economic crisis, to the change in the labor market, you need to change your pension system, that is essential. So my idea, and this I worked on this, is that people have to understand the word reforms. Reforms are not far. If you present them as austerity, they are far and against the people. But if you present reforms as social investments, as I've tried to do later when I've left the ministry, then people understand. So I mean, a reform is something which can be almost technical, but then it needs communication. I don't like particularly the word narrative. Today, everything is just a narrative. I say communication, transparent communication, dialogue, social dialogue is essential, people participation. And then also the availability towards cutting privileges. Because if you do a reform, and if the establishment tries to keep the privileges, and we had many, then that is not right. So you have to convince the people of this. And it is possible. It is possible if you involve the people, because nowadays we know that people do not participate in social, this was what you said at the beginning, does not participate in social and democratic life by political, let's say, participation in a party. No, they participate as individuals. And so you need to convince. And so I think that the trust that we lost and that moved towards the populist, and we are a country where the populists are in government, and they are very, very near the people, but it's a very short-term trust. And so I think the battle is not lost, and we have to work hard to convince the people that it's not policy just for today that matters, but policies towards the future also. Merci beaucoup, Elsa Fornero, pour cette intervention qui donne beaucoup à penser, notamment sur ce que vous dites sur la balance entre la confiance des marchés financiers et celle du peuple. Quelques questions sur le plateau avant d'ouvrir rapidement la salle. Patrick, vous évoquiez rapidement au détour d'une phrase le fait qu'on était rarement sorti des périodes de méfiance ou de destruction de la confiance sans passage par un régime autoritaire. Est-ce que l'histoire se reproduit nécessairement? Non, mais elle ne se reproduit pas, mais elle prévient. Et cette capacité de prévenir, on doit l'entendre de deux manières. D'abord, comme une alerte d'incendie, pour prendre une autre métaphore que celle plombière de Laurent Berger tout à l'heure. Une alerte d'incendie, on sait effectivement qu'au fond, le répertoire des actions politiques n'est pas infini. Voilà. C'est pour cela qu'on va au théâtre, c'est pour cela qu'on n'a pas complètement décidé que toute la littérature ancienne était périmée. C'est parce que le répertoire d'action, d'une certaine manière, il est fini, il est terminé, et au fond, il n'y a pas 36 solutions pour sortir d'une crise. Mais quand je dis prévenir, c'est aussi, et pardon si ce que je dis peut paraître inutilement sentimental, être prévenant, c'est-à-dire considérer qu'une situation, et celles et ceux qui en souffrent, eh bien, sont dignes de considération. Et qu'aujourd'hui, nous vivons quand même généralement dans une crise de la représentation
qui s'entend de deux manières. Évidemment que les pouvoirs représentatifs peuvent se plaindre du fait qu'ils ont perdu la confiance de ceux qu'ils doivent représenter, mais en même temps, on sait bien que les élites dirigeantes peinent à se représenter elles-mêmes le pays qu'ils gouvernent. Et d'une certaine manière, tout cela, ces deux moments, ces deux mouvements, ils portent sur la connaissance. Pardon, je ne suis pas économiste, mais je remarque, et je m'en félicite, que vous, à juste titre, vous mettez, avec la question de la confiance, un ressort non économique au cœur de la machine économique. C'est-à-dire que finalement, on est dans ce qu'on appelait anciennement l'économie morale, c'est-à-dire le fait que d'une certaine manière, nous sommes aussi gouvernés par des valeurs, nous sommes aussi agis pas seulement par des intérêts, mais par un intérêt ou désintéressement, par un amour de la justice, et que tout cela doit être considéré pour ce que c'est-à-dire au fond une vie collective. Voilà, une vie collective. Bon, je m'arrête là, mais effectivement, à vous entendre, je me dis que finalement, peut-être, on en parlait tout à l'heure, que la question de l'Europe et de la perte de confiance terrible dans les institutions européennes est un bon carrefour de tout cela, parce que voilà, on ne peut pas non plus faire semblant de ne pas penser que justement nous estimons, et sans doute à juste titre, qu'une sortie de l'Europe serait catastrophique. Mais à partir du moment où, de toute façon, beaucoup de sociétés politiques ont voté contre le maintien de l'Europe et que l'essentiel du travail des dirigeants européens, c'est de ne pas considérer ce vote, de toute façon, quelque chose s'est déjà cassé. Pas irrémédiablement, mais quelque chose s'est rompu là. Patrick, avant de poser donner le bio à Laurent et Elsa, vous parlez de crise de représentation sous son double sens. Autrement dit, la crise de la représentation, c'est aussi le défaut des élites de ne pas bien se représenter le pays. Est-ce que de ce point de vue, la représentation que se font les populistes du pays, avec le recours incessant à ce mot « le peuple », vous paraît la bonne technique, ou au fond la plus réaliste? Bien sûr que non, mais en tout cas, c'est pour l'instant la plus efficace. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que ce n'est pas en s'indignant contre ces effets qui sont de toute façon, là encore, on peut s'accorder, non seulement dangereux, mais possiblement meurtriers, et ce n'est pas non plus en les dénonçant moralement comme, effectivement, d'une certaine manière, n'importe qui parle au nom de quelque chose qui le dépasse et lui survit, ment. Voilà. Donc, ceux qui disent parler au nom du peuple mentent autant que ceux qui disent parler au nom de la raison économique, au nom de la vérité des experts. Donc, de toute façon, c'est déroger à cette intelligence collective à laquelle on est obligé de faire confiance. Mais simplement, à un moment donné, là encore, ce n'est pas une loi de l'histoire, mais c'est au moins une de ses régularités, le pouvoir revient à celles et ceux qui peuvent articuler un discours sur la société. Et le seul discours articulé sur la société et le rapport entre une société et la mondialisation, pour l'instant, c'est le discours autoritaire et populiste. Elsa, justement, je reprends les mots de Patrick. Finalement, le gouvernement Monti se prévalait de la raison européenne, de la raison économique, et lui succèdent des gouvernants qui se prévalent du peuple. C'est Salvini et ces deux partis qui sont associés. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien de cause à effet, autrement dit, que Monti et sa politique ont d'une certaine façon remonté le ressort, créé les conditions politiques de l'arrivée des populistes? Non, je refuse cela. Non. No, I want to say that there is a word which is not popular among politicians, and in particular is not popular among populists.
and that is responsibility. Responsibility. If you are in government, you have to take responsibility. But it seems that people in government, politicians, prefer to tell lies, to sell illusions. They are not afraid of exploiting people's ignorance. I'm not saying ignorance in an offensive way, because we all are ignorant in many, many aspects. What is characteristic of populism is that they refuse complexity. What I see in Italy is quite transparent. They see a problem, they say, oh, you have that problem. They find an easy scapegoat. I know it in French is le bouc émissaire. They find le bouc émissaire for that problem, and they present themselves as being capable of solving your problem. They speak of the people as if the people was something uniform, the Italians. But they ignore that Northern Italians have different problems from Southern Italians, that the rich have different problems than the poor people. But they talk of, let's say, homogeneous and always good people. You know, for example, that in Italy we have a very high fiscal evasion. That is quite common, and that means that it's popular to try and evade taxes. But they always talk of the people as being good citizens and of themselves as being good politicians. So I think we have to refuse this, because, as I said before, this is short term, although it can be rather long in our country. Because the response to this is having responsible politicians, people in government who takes responsibility, having transparency. If you try to have transparency in your institutions, organization, transparency is very keen to fairness. If you are transparent, then it's likely that you are fairer. Instead, opacity means privileges, as I said before. Then education, education, education. I'm very much engaged in what we call financial literacy. I do not call literacy because in Italy it seems rather offensive to people. But financial education, if we are talking, I'm not one that thinks that economics is dominant over politics, but economics has an idea of the complexity, while politics normally tend to say that everything is simple, provided there is willingness to solve. So you have to convince the people. If you want a more direct democracy, people have to be aware. And this requires education in many fields, higher education. You know, I stop with this. You know that Jean-Claude Juncker once said, we all know what has to be done. What we don't know is how to be re-elected when we have done it. False. Because if this is the problem, this dichotomy between we and the poor people that do not know is easily solved. Just talk to them, just educate. It's a dichotomy that can be solved. And indeed, through research, we have seen that reforms mean less punishment to governments in countries where the level of economic basic education is higher. This has been proved, and it proves that education is our best weapon. Merci à vous. Laurent, pour poursuivre justement dans les pas d'Elsa Fornero,
la CFDT se dit syndicat réformiste depuis longtemps, depuis toujours. Que doivent faire les réformistes pour retrouver la confiance de leurs mandants dans une époque où justement l'appel à la raison n'est pas suffisant et où les appels à la justice ne sont pas entendus? Je crois que c'est d'abord en capacité de construire une vision sur un type de société, un modèle de société, de développement qui allierait les enjeux de la période. Et donc les enjeux de la période, c'est évidemment d'évoluer dans un monde compliqué où il y a besoin de performance économique. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais il y a aussi besoin de justice sociale. Moi, j'ai presque envie de dire, pour aller un tout petit peu plus loin que Patrick encore, c'est ce dont on a besoin parfois, c'est aussi de montrer qu'on veut de la liberté, de l'égalité, mais il y a une chose qu'on ne sait pas faire, c'est puisqu'on ne peut pas légiférer dessus, on ne sait pas le traiter, c'est de se rehausser en termes de fraternité. Je crois qu'il y a un vrai enjeu là-dessus, et ce n'est pas un langage de Jean Mièvre de dire ça. Je pense qu'on a un enjeu là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les réformistes, ils arrêtent de dire qu'ils vont faire de la pédagogie. Parce que de la pédagogie, c'est pour expliquer à ceux qui n'auraient pas compris ce qu'il faudrait qu'ils comprennent. C'est inacceptable. Une fois que j'ai dit ça, la pédagogie dans l'éducation, c'est extrêmement important, hein, mais de la façon dont on transmet. Mais vous voyez, quand on parle entre des gens, en fait, il faut se dire une chose, c'est que dans cette salle, ou alors il faut lever la main, il n'y en a aucun ou aucune qui sait exactement où on en sera dans 15 ans et ce qu'il faudrait faire pour qu'on vive dans un monde harmonieux, juste, performant, respectueux de l'environnement. Chacun, tout seul, personne ne sait. Tous, nous avons des convictions. Et donc la question qui est posée, c'est comment on fait maintenant? Comment on fait pour que ces convictions, partagées ou pas partagées, elles se confrontent démocratiquement, pacifiquement, sans se donner des leçons mutuellement, mais en essayant de s'écouter et de faire marcher la machine à l'intelligence collective. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une chose aussi, et ça, c'est le truc le plus dur, je pense. Enfin, il y a deux éléments. C'est d'abord appréhender ou accepter la complexité. S'il y avait des réponses simples, aujourd'hui, ça se saurait. Et ceux qui les apportent, c'est effectivement les populistes. Et il ne faut surtout pas tomber dans le mimétisme en faisant la même chose qu'eux, en disant, ben voilà, les questions sont compliquées, mais on va donner des réponses simples. En gros, on va faire des slogans et ça va marcher. Ça marche si on veut ça. Voilà, si on veut parler aux tripes, mais nous, il faut qu'on parle à la fois au cœur, mais aussi à la tête, donc c'est compliqué. Et le deuxième élément, donc il faut accepter cette complexité, le deuxième élément, c'est, je crois, accepter que la nuance, c'est la garantie de l'intelligence. Et la question, c'est pas d'être... voilà, et donc c'est compliqué parce qu'on vit... Et on est tous soumis, hein. Moi, surtout, donnons pas de leçons les uns aux autres, et j'ai vraiment pas cette volonté-là. On est tous soumis à une forme de crise de responsabilité. Parce que quand on exerce une responsabilité, qu'elle soit syndicale, patronale, associative, etc., on réunit des gens qui sont d'accord parfois sur l'essentiel, c'est souvent souhaitable, mais pas forcément sur tous les sujets. Ça veut dire qu'il faut accepter, quand on occupe une responsabilité, de transcender un peu ça, de regarder la réalité en face, de pas renier ses valeurs, mais aussi de trouver, de chercher les solutions et d'accepter que ça se fera dans le contrat, ça se fera dans le pacte, ça se fera dans le compromis. Et donc, moi, je ne renonce pas à ce que la raison, le compromis, soient compatibles avec la vision et une forme d'utopie si elle est mobilisatrice, si elle nous aide à agir aujourd'hui. Mais tout ça, c'est à reconstruire. Et donc, il ne faut pas forcément un narratif, comme on dit, mais il faut quand même donner un sens à tout cela. Et je crois que c'est la condition sine qua non pour restaurer la confiance. Merci, Laurent. On va maintenant prendre des questions. Laurent, on vous libère si le temps vous presse pour des raisons ferroviaires. On va prendre les questions de la salle et puis c'est Yann qui conclura dans une dizaine de minutes notre débat. Des questions peut-être? Oui, monsieur, si on pouvait apporter un micro, ça serait formidable. Pas de micro. Alors on va vous demander de parler fort, de formuler une question brève et de vous présenter peut-être avant.
Un peu de silence, s'il vous plaît. Je restituerai la question. Confiance à ceux, effectivement, qui seraient perdus, qui seraient égarés dans ces pensées-là. On va demander à nos intervenants ce qu'ils pensent de cette question. Au fond, la question, pour ceux qui n'ont pas entendu, touche à l'impact de la suppression de l'ISF, dans lequel le Cercle des économistes aurait joué un certain rôle, dit un certain journal, sur la perte de confiance. Autrement dit, est-ce que c'est parce qu'on a baissé l'impôt des riches que la confiance s'est détériorée, hein? Je signale une évidence, mais c'est que nos trois intervenants, et a fortiori Patrick et Elsa, n'ont évidemment aucune responsabilité dans les choix fiscaux du gouvernement. Donc on sollicite leur expertise, leur point de vue d'observateur. Patrick, au fond, la question fiscale joue-t-elle un rôle dans celle de la confiance? Oui, la question du consentement à l'impôt, je peux m'appuyer sur les travaux historiques de Nicolas Delalande, par exemple, qui a très bien montré depuis la naissance de l'impôt sur le revenu en France que cette question du consentement à l'impôt, elle est aussi agie sur le plan culturel. Et on en parlait tout à l'heure, le prochain livre de Thomas Piketty porte exactement là-dessus, c'est-à-dire sur les rapports entre le capitalisme et l'idéologie, au sens où il y a des idéologies de justification de l'inégalité qui vont à l'encontre d'une tradition politique très puissante, qui est une tradition politique effectivement de fraternité et d'équité. Et le fait de justifier au fond des inégalités naturelles, providentielles et nécessaires, ça suppose tout un système idéologique. Et donc, oui, on est dans un... Là, pour l'instant, après, pardon, mais je peux pas, j'étais pas là l'année dernière, ni l'année d'avant, donc je peux pas en dire davantage. En tout cas, que ce travail-là soit aussi un travail historique et idéologique, c'est évident. C'est évident. C'est pour ça que c'est aussi sur au fond, le terrain du débat des idées que se joue cette question. Un mot de Yann Algan, et on prend la question de monsieur après. Juste un mot pour compléter. Alors tout d'abord, je laisserai compléter aussi Jean-Hervé et Lorenzi et les autres membres, mais j'aimerais juste apporter deux éléments de réponse. Le premier, oui, naturellement, la question des inégalités est fondamentale pour comprendre la rupture de confiance. Dans toutes les études que l'on peut faire en termes de recherche, la corrélation la plus importante que l'on trouve, c'est entre le niveau d'inégalité au sein d'une société et le niveau de confiance ou le niveau de défiance. Bon. Le corollaire, c'est de dire, en rapport avec le consentement aux impôts, en particulier en France, la défiance vis-à-vis des experts, des riches et des élites a toujours été liée justement au fait que les règles du jeu étaient faussées. Et qu'au niveau qu'on devenait riche sans nécessairement suivre toutes les bonnes règles du jeu. Voilà. Donc il y a maintenant un vrai effort sur la transparence, sur la lutte contre la corruption, sur la lutte contre les paradis fiscaux. Et je pense que beaucoup d'économistes et beaucoup de... Je dis qu'on saisit, et puisque je vois Monsieur le Ministre avec la loi Sapin 2, on suivi aussi un peu cette démarche. J'aimerais juste quand même insister sur un second point. C'est que la question des inégalités ou de la redistribution de la fiscalité, elle ne réglera pas tout. Pourquoi? Parce qu'une grande majorité des électeurs des partis populistes, et en particulier de la droite populiste, votent pour des plateformes anti-redistributives. Les électeurs de Trump, les électeurs de Salvini votent contre les impôts, votent contre la redistribution. Donc si c'était si facile, ça serait, on le saurait. Je pense que notre système invite à des politiques du XXIe siècle
qui font face à des enjeux du XXIe siècle, et en particulier ceux d'une société post-industrielle qui fragmente complètement les modes de travail, les modes de territoire, et donc avec une rupture civilisationnelle qui demande une réponse un peu plus élaborée que juste « taxons les riches ». Voilà. Même si c'est important, d'accord, mais je dis juste, comprenant pourquoi aussi les classes populaires se tournent vers des partis qui sont contre la redistribution. Merci Yann. Un mot très très bref, Elsa, s'il vous plaît, parce qu'on a pas mal de questions. En Italie, maintenant, le gouvernement veut introduire la flat tax. Et cela, c'est simplement inacceptable. Alors, ce que je fais, je parle avec les gens dans les débats publics, la télévision, et je dis qu'il n'est pas possible d'avoir une réforme fiscale qui va réduire les taxes sur les riches et possiblement augmenter les taxes sur les pauvres. Mais cela, c'est la question qui est vraiment pratique maintenant en Italie. Et on doit s'engager beaucoup. C'est vrai. Merci. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour. J'avais une question par rapport à ce qu'a dit Elsa précédemment. Elsa, vous avez dit que vous aviez perdu la confiance du peuple pour gagner celle des marchés financiers. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de lier les deux? Et si oui, comment? Par une communication transparente, efficace, ou un autre moyen maintenant? Now, I wanted to say that this is the very easy answer. So we have lost people's trust because we were too engaged in maintaining the trust of financial markets. Superficially, it is like this, because when we were in government, the spread was 5.75 percentage point with respect to German bonds. So it's huge, and it was increasing. And so those were the circumstances in which the trade-off was there. But my meaning was, if you present the reform just as austerity, austerity imposed by Europe, or by, even worse, by the German government, the German chancellor, even worse, to save the German banks, it's impossible for the people to accept reforms. You have to explain that this is not the case. Maybe the reform have to be corrected, okay, but the reforms are done not because Europe's want, but because it's needed to face the challenges that we all have, and Italy in particular. So it's a question of my own experience, and I'm very devoted to this task of social dialogue nowadays, I mean in the last 2 years. My own experience is that people understand. But if you just talk them in terms of very, very simple message, illusions, of course, it's easier. If you talk to them about responsibility, about visions for the future, about the importance of education for their children, because education is also very powerful to reduce inequalities. We introduced a tax on wealth, housing wealth, but it was later cancelled. Très bien. Merci. Merci à vous trois, merci à vous deux. Malheureusement, le temps est terminé. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette session.